Bonjour et bienvenue sur la chaîne de À hauteur d'enfant. Ici on parle d'enfance, d'adolescents, d'hypnose, mais pas seulement. Donc c'est une chaîne de podcast où on explore tout ce qui touche à l'accompagnement des jeunes, à leur développement et à ce qui les traverse au quotidien. Moi c'est Éléonore, je suis hypnothérapeute, coach, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Je forme aussi les professionnels à l'hypnose pour les enfants. Et à travers cette chaîne, j'aime partager des rencontres, des outils, des réflexions autour de tout ce qui peut aider les jeunes à mieux se comprendre et à mieux vivre ce qu'ils traversent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Schooling, diététicienne et hypnothérapeute, pour parler d'un sujet qui touche énormément de familles, le poids des enfants, le poids au sens propre bien sûr, mais le poids émotionnel également, celui qu'on porte parfois sans le voir, donc les pressions, les charges, ce qui pèse sur les épaules des plus jeunes. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Sophie. Salut Eleonore. Merci d'être là, vraiment. J'avais vraiment envie qu'on croise nos regards aujourd'hui. Le tien du côté nutrition, hypnose et le mien du côté école, hypnose enfant. Donc merci d'être là. Merci pour ton invitation. C'est déjà très sympa de pouvoir partager sur ce sujet-là toutes les deux. Mais justement, avant de commencer le podcast réellement, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bah écoute, moi donc je m'appelle Sophie Schooling, je suis diététicienne nutritionniste, ça fait maintenant 25 ans. Je suis sur la région de Charleroi et je pratique l'hypnose depuis plus de combien maintenant? Plus de 10 ans. Et je suis plutôt avec un courant TCC dans ma pratique de thérapeutique. Et en résumé, j'explique toujours que je m'occupe de tout ce qui se passe en dehors de l'assiette. Donc, je suis une diététicienne qui s'occupe de tout ce qui se passe en dehors de l'assiette essentiellement. Évidemment, je peux donner des conseils sur ce qu'il y a dedans, mais ce qui me passionne, c'est vraiment tout ce qui a de l'influence sur notre comportement alimentaire. Moi, c'est pour ça que je t'ai invitée parce que je rencontre quand même régulièrement des personnes, des enfants ou même des ados. C'est surtout le début de l'adolescence où il y a doucement des petits soucis au niveau poids. Et j'avais envie que tu viennes parce que déjà, j'avais vécu ta formation qui était vraiment très, très chouette. Donc, il faut savoir que Sophie forme aussi des hypnothérapeutes au poids. Donc, je vous invite vraiment, si jamais vous avez envie de vous former, de trouver Sophie. Je vous mettrai tous les liens parce qu'elle a des outils super chouettes avec le coaching. Donc, vraiment, voilà, moi, j'ai suivi sa formation et j'en étais vraiment super contente. Donc, et j'avais envie de t'inviter aujourd'hui justement parce que je trouve que c'est un sujet qui vient quand même vraiment régulièrement. Les enfants aussi, et de plus en plus jeunes, ont des problèmes de poids. Et les ados, je trouve que c'est un peu un fléau, je trouve quand même. Soit c'est dans l'abus, enfin l'abus dans les deux sens, mais c'est souvent dans le côté où il y a une espèce de problème de poids émotionnel. Mais il y a aussi le poids au niveau, euh, ben oui, la peur de grossir, la peur de... Donc c'est plus le côté, on va dire, anorexie. Et moi, j'ai remarqué en tout cas que ça venait souvent suite à des peurs de vomir. Donc, je ne sais pas si toi, tu as rencontré ça aussi, mais on va peut-être passer en revue un tas d'autres questions avant ça. Mais en tout cas, je suis très contente de t'avoir parce que tu t'y connais dans le domaine et c'était important qu'il y ait quelqu'un vraiment une experte en fait. Voilà, je te considère comme une experte, Sophie. Voilà. Un Merci. petit bouteille, on va dire. Je connais pas tout, bien sûr, évidemment, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un domaine particulièrement passionnant et notre métier en tant que diététicien, il a vraiment évolué aussi. Tout ce que toi tu rencontres dans ton métier, est-ce que tu amènes là avec un regard un peu en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe avec le poids? Bah, nous, on l'observe aussi, notamment dans les troubles du comportement alimentaire. Là, on est sur quelque chose de pathologique.
Mais effectivement, le rapport à notre corps, pas que chez les enfants et les adolescents, mais a pas mal évolué et c'est devenu un problème à régler. Avant, on s'en préoccupait probablement beaucoup moins, mais c'est devenu un problème à régler et ça percole à travers les générations et ça touche les enfants, les adolescents. Mais je te laisse me poser des questions parce Oui, que oui, oui, oui. Alors, donc pour toi en tant que diététicienne, mais en tant que hypnothérapeute aussi, donc tu peux vraiment prendre la casquette que tu veux quand tu... Voilà, j'ai vraiment envie que tu répondes comme Sophie répondrait. Pour toi, qu'est-ce que le poids évoque chez un jeune aujourd'hui au-delà du chiffre sur la balance? pour moi, le poids, c'est le dessus de l'iceberg, tu vois. Pour moi, le poids, à travers les générations, mais ici c'est vrai qu'on parle d'enfants et d'adolescents, pour moi c'est vraiment à considérer comme un symptôme. Et donc, évidemment, dans ma façon de travailler, que ce soit en tant que diététicienne ou en tant que hypno, je considérerais toujours le poids comme un symptôme et je vais aller questionner, comprendre la relation à l'alimentation et ce que le poids vient régler finalement comme problème. Donc voilà, je vais plutôt parler des pensées, du poids comme étant une manière de régler des émotions et voilà, je vais partir sur cet aspect-là plutôt. Moi, j'aime bien parler du poids en tant que au pluriel, parce qu'il y a des poids physiques, mais aussi ce qu'on porte sans le voir. Donc, il y a des attentes, il y a des remarques entendues au quotidien et des charges enfin, qui sont mises sur les épaules des jeunes de plus en plus tôt. Et donc, enfin, moi, je remarque que ce qu'on doit travailler, surtout quand j'ai un enfant qui a un problème de poids, c'est d'aider le jeune à distinguer l'un de l'autre. Et puis alors, on travaillera sur ce qui est effectivement le poids pour l'enfant, pour le jeune. Après, moi, les TCC, je ne fais absolument pas. Euh, Parce que je trouve que justement, c'est pathologique et je ne suis pas formée à Mhm. ça. Je trouve qu'il y a chacun son métier. Je n'ai pas la casquette diététicienne. Je peux travailler le poids, mais je vais travailler plutôt le poids émotionnel ou le poids quand Ouais, il y a des... pour moi, si on prend la casquette d'hypno, puisque ça c'est quand même un sujet qui nous rassemble, que ça soit le poids ou les terreurs nocturnes ou pour les enfants des peurs, des phobies, pour moi c'est un symptôme quoi. Donc en tant qu'hypno, la démarche à mon sens elle est la même. Tu vois, si on s'occupe du symptôme, peu importe lequel, on va toujours, nous, en tant qu'hypno, aller essayer de comprendre pourquoi le symptôme est là. Alors que ça soit le poids ou autre chose, voilà, c'est à peu près la même démarche. Oui, mais parfois, il y a quand même, en tout cas, quand il y a de l'anorexie. Oui, mais ici, je te parle sans les TCA, hein. Oui, oui, c'est ça. Voilà, je te Ouais, parle oui, oui. on va dire, de la problématique du poids. En tout cas, c'est comme ça aussi, parce que là aussi, pour moi, c'est une notion importante, c'est le poids. Est-ce que c'est un problème avec le poids? Est-ce que c'est un problème pour qui finalement? Est-ce que c'est un problème pour l'enfant? Est-ce que c'est un problème pour les institutions médicales? Est-ce que c'est un problème pour la famille? Parce Mhm. que ça aussi, c'est quelque chose d'important. En tout cas, dans ma pratique avec les enfants, essentiellement, d'abord, parce que souvent la maman qui prend rendez-vous, je demande toujours de voir les parents d'abord sans l'enfant. Oui, il C'est faut quelque chose vérifier. que Faut j'ai vérifier. commencé à mettre en place il y a quelques années, à suite à des consultations forcément auxquelles j'ai participé, qui pour moi étaient d'une violence extrême Mm, face aux enfants. Et je me suis dit que je ne voulais plus vivre ces situations-là où mm. les parents parlaient de l'histoire de vie des enfants sans vraiment de filtre, hein. C'est pas du tout un reproche, mais je sentais que
les enfants pouvaient ressentir un malaise, parlaient de leur comportement alimentaire, ben voilà, des cachettes parfois de bonbons dans les lits et ce genre de choses. Et moi, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et avant, en tout cas, d'aborder ce problème-là avec l'enfant, je préfère d'abord faire le point avec les parents, comprendre la situation aussi familiale, les conflits éventuels, les choses que les parents peuvent savoir sur l'enfant, de ce qui se passe à l'école. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je vais reprendre aussi le carnet de l'ONE, si c'est possible, comprendre un peu les courbes de poids, etc. pour voilà, parler de ce qui se passe en dehors du poids et surtout aussi défocaliser de cette problématique-là, voir aussi la relation des parents face à leur propre poids, leur propre histoire de poids, Mhm. la, voilà, comment eux, ils envisagent aussi cette problématique-là. Et voilà, je prends beaucoup de temps à essayer de comprendre l'histoire aussi face à l'alimentation et au poids de chaque parent ou de la famille. Parfois, c'est les grands-parents qui s'en occupent. Enfin voilà, j'essaye de prendre la situation de la façon la plus large possible pour éviter en fait d'inviter aussi les enfants en consultation parce que bah, je me rends compte aussi que puisque j'ai des mamans qui ont été des enfants, qui ont été elles-mêmes souvent amenées chez les diététiciens, à mon sens beaucoup trop tôt, et où on a fait le poids finalement un problème. Bah, ça génère aussi finalement toute une histoire de problématique avec le poids. Et donc j'essaye d'éviter de reproduire ça dans ma pratique pour éviter la stigmatisation et le fait qu'on rende l'image de soi et le poids comme étant finalement un problème à résoudre. Mhm. Voilà. Merci. Comment ces deux regards, donc en tant que diététicienne et hypnothérapeute, donc comment ces deux regards se complètent-ils quand tu accompagnes un ado, je vais parler plutôt des ados, sur son rapport au poids? Moi, ça se complète. Euh, j'ai envie de te dire que je me sers de la porte d'entrée de l'hypnose pour me sentir légitime de parler de tout ce que je te dis là. Bon, j'ai pas mal de formations aussi en psychocomportement alimentaire, mais en tout cas, grâce à ma casquette d'hypno, euh, les gens comprennent peut-être un peu mieux que je m'occupe d'autre chose que de l'assiette proprement dite. On va dire ça comme ça. Ça valide pour les gens. Parce que si je dis que je suis une diététicienne et que je m'occupe de tout ce qui se passe en dehors, c'est un peu compliqué si je n'ai pas de quoi argumenter cette façon-là de travailler, soit par mes formations, soit par rapport d'entrée de l'hypnose. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? Enfin, en quoi ça rend la situation peut-être une approche plus globale? C'est que l'hypnose va me permettre aussi de faire prendre conscience, que ce soit aux parents, aux enfants ou aux ados, qu'il y a des comportements dont on n'a même pas conscience et qui peuvent conditionner nos consommations alimentaires et notre comportement alimentaire. Donc, j'ai envie de dire que je vais pouvoir, grâce à l'hypnose aussi, parler de ce type de comportement et peut-être aussi trouver des pistes de réflexion et des solutions. Je vais aussi utiliser l'hypnose comme porte d'entrée pour parler des émotions, pour parler aussi du stress et pour les outiller. Dans ma façon de travailler l'hypnose aussi, parfois, je vais combiner ça avec des techniques de relaxation, de méditation et je vais prétexter aussi cet outil-là pour apporter des solutions pratico-pratiques que les patients, les enfants ou les adolescents peuvent aussi utiliser au quotidien, tu vois. Mm. J'essaye d'être pédagogique, je suis enseignante, enfin, j'ai en tout cas une formation d'enseignante, donc j'ai aussi ce côté-là, c'est que ça me tient à cœur que la séance, elle ne reste pas uniquement dans le bureau, mais qu'elle puisse avoir des effets en dehors et donner des outils pratiques aux, aux patients, quoi. Donc l'hypnose, c'est une étiquette, pour toi comme pour moi, et ça cache derrière ça beaucoup de choses, beaucoup d'outils et une approche globale. Voilà. C'est vrai. Moi, je trouve aussi que l'hypnose permet d'aller au-delà de
de juste, moi je n'ai pas le côté, je ne donne jamais de conseils alimentaires parce que je suis justement pas du tout formée là-dessus. Après, on a quand même, on sait qu'il y a quand même des petites règles, on sait quand même qu'il faut manger des légumes, on sait que c'est quand même bien de boire de l'eau, on sait quand même il y a des bases dans l'alimentation. Euh, mais effectivement, quand je travaille le poids, ce sera plutôt au niveau, je vais mélanger moi les outils de coaching et Ouais, c'est d'hypnose. ça, c'est ça. C'est rarement que de l'hypnose quand je fais le Ouais, poids. c'est ça, c'est ça. Et pour en revenir à l'assiette, bien souvent, les gens, j'espère que les diététiciens qui m'entendront ne seront pas fâchés par rapport à ça, mais en général, bien souvent, les gens, les parents savent ce qu'il faut faire, quoi, grosso modo, hein, Mhm. avec certaines croyances et certaines choses parfois qui sont pas géniales, mais soit de manière globale, en général, ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont besoin de nous pour les aider à justement ben, changer ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place, quoi. Et c'est là que qu'on est utile. Et parfois, je ne sais même pas ce que je fais, pour être honnête avec toi, si c'est du coaching, de l'hypnose, de la TCC. À force d'être formée et déformée dans tous les sens, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas. Des fois, j'entends les hypnos parler entre eux. Moi, je fais telle technique, je mets tel mot derrière. Ben, je sais pas moi. Je sais même plus identifier, voilà, de quel courant c'est. Mais à force, ben voilà, c'est une mallette. Et en fonction de ce qui se passe pendant la consultation, on utilise ce qu'on ressent être le plus utile à ce moment-là, quoi. Même parfois, c'est un melting pot de tout, quoi. Je suis complètement d'accord. Moi, j'utilise donc cette hypnose intégrative, mais j'ai l'impression que tu fais exactement ça aussi. C'est, tu utilises tous tes outils dans une séance, et peu importe lequel sort à ce moment-là, c'est celui qui est le plus juste quand tu sens la personne en face de toi. Parfois, le fait juste de parler avec les parents, d'expliquer que le poids n'est pas un problème, qu'en fait ça n'a pas d'impact sur la santé de l'enfant, par exemple, hein, je parle de certaines situations, bien sûr, ça leur permet aussi de se sentir moins coupable, de lâcher la pression perfectionniste, de comprendre certaines choses et ils repartent soulagés, quoi. Parfois ils viennent juste ici récupérer je veux dire, quelque chose de plus léger et d'être moins focus sur ça parce que la société, elle est à la fois violente pour nos enfants, elle est violente pour nos adolescents, mais elle est violente pour les parents Bien sûr. qui ont une pression incroyable de pouvoir aussi être parfait dans leur alimentation, dans les collations qu'on distribue aux enfants, faites maison et tout le truc. C'est un truc impossible à faire, quoi. Mhm. Donc ça permet quelque part de rassurer aussi les parents et, euh, et de faire en sorte que la vie soit plus légère à tout point de vue, d'être moins dans le perfectionnisme aussi, des repas, des collations, mais d'être plutôt dans le moment présent avec les enfants. Et voilà, c'est aussi ça, c'est prendre les parents comme alliés dans la prise en charge, mais aussi pour les détendre eux-mêmes, quoi. C'est vrai, c'est en tout cas, moi, quand ils viennent, mais j'en ai beaucoup moins que toi. Parce que en général, quand c'est, j'ai toujours un peu peur. Je ne sais jamais où est la limite entre le pathologique et le non pathologique. Et je trouve que parfois, ça reste, la frontière, elle est parfois un petit peu, c'est pas toujours visible. Donc, quand je le sens, je dis oui, mais parfois je dis non aussi. Mais ce que je remarque quand même, c'est qu'à force, il y a tellement de régimes de tout que les parents ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus dans ces ensembles de... on va plutôt prôner, je sais pas moi, le protéiné, Mhm. ou on va faire le jeûne intermittent. Ils vont essayer de faire des choses. Et pour les enfants, bah, ils n'ont pas d'alternative vis-à-vis de ça. Et donc, ils reviennent en fait aussi, je trouve, chercher des stratégies, comment faire. Et donc, quand c'est la famille qu'on accompagne, parfois, je leur donne des conseils aussi même de course, de leur dire, voilà, les bases. On apprend, on réapprend à faire à manger ensemble. On réapprend à manger des légumes, à faire un bon repas avec tout ce qu'il faut dans l'assiette. Mais ça, tout ça, ça dépend vraiment de la demande. À quel âge et dans quel contexte vois-tu apparaître les premières préoccupations, toi, liées au poids chez les jeunes? J'ai vraiment très envie de te reposer la question, mais les préoccupations de qui? Oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est souvent aussi les parents. Alors ça, c'est quand on remonte le fil.
chaque histoire est différente, hein, bien sûr. On interrompt un instant ce podcast, petit aparté. Promis, ça ne dure pas longtemps. Si ce genre d'outil vous parle pour votre enfant, sachez que je co-anime avec Marie Lesseux, sophrologue, des ateliers pour les enfants de 10 à 14 ans à la Yourte, à Bouges, 10 samedis matins, de septembre à décembre, où les enfants viennent s'entraîner à ce genre de stratégie en groupe. Toutes les infos sur ma page Facebook. Voilà, petite parenthèse refermée. On reprend notre podcast là où on l'avait laissé. C'est la première concernée, c'est souvent à l'école, tu vois. C'est les premières, ce que j'entends, moi, c'est à l'école que souvent, ben, voilà, il y a de la violence verbale, il y a des comparaisons, il y a des regards, il y a des sourires, il y a des moqueries. Voilà, donc ça, c'est déjà la première souffrance pour les enfants. Puis, il y a la grosse problématique, j'ai envie de te dire ça, parce que moi, c'est une problématique pour certains centres, c'est les centres PMS, où bah, les enfants se retrouvent avec un papier, un rapport poids-taille, sans vraiment avoir d'autres choses qui sont évaluées. Donc, ils se retrouvent avec une étiquette. Ils doivent rentrer à la maison avec ça. Les parents voilà, se retrouvent même eux-mêmes face à un chiffre qu'ils n'imaginent pas. Enfin, voilà, donc ce truc de PMS, je pense qu'il y a beaucoup à redire là-dessus. Et ça, c'est aussi un moment important pour les enfants. Ça peut être un moment charnière pour la souffrance liée au poids. Oui, tout à fait. C'est très même traumatique. Exactement. Puis, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, j'ai une fille, donc on m'explique qu'ils sont tous en culotte ensemble. Enfin, donc, ben, les cours de sport. Quand tu parlais de l'adolescence aussi, ben, quand les petites filles commencent à avoir des caractères sexuels qui se marquent sur leur corps, qu'elles doivent continuer à faire les cours de sport avec les autres petits garçons, ben là commence, il y a la problématique du poids, mais de l'image de son corps qui aussi intervient dans la relation au poids finalement. Tout ça est un peu un melting pot de mal-être. Et tout ça, c'est des moments charnières aussi dans la vie d'un enfant, d'un adolescent. Puis, bah, il y a le volet à la maison, hein. Il y a parfois, ben, moi, je suis plus dodue, je ressemble à papa. On parle en fait de la comparaison des corps. Voilà. Puis, il y a des parents qui savent pas quoi faire parce que les enfants doivent s'habiller chez les adultes. Donc, il y a comme ça des épreuves, des comparaisons, des milieux, des environnements qui sont relativement violents, notamment dans certaines pratiques de sport. Alors évidemment, on a la danse, on a le patin artistique. Ma fille, elle fait du patin artistique. Ben, voilà, l'image, l'esthétique de ce sport est très important. Donc, c'est pas toujours évident pour certains praticiens de ce sport-là qui ont quelques kilos en trop, hein. Et puis, ben, tu as le vélo, enfin voilà, tu as la course à pied et tout ça. Donc, c'est l'environnement qui finalement favorise la comparaison et donc qui engendre en fait le mal-être avec le corps, peu importe le poids. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Après, au-delà du poids, la transformation, tu sais, le moment où l'enfant devient adolescent, c'est une période très très difficile, que souvent qui est un petit peu mise de côté, mais c'est très compliqué pour un jeune ou une jeune. Je dirais que les filles ont vraiment du mal parce que justement les formes arrivent. Mais certaines filles ne veulent même pas grandir. Il y a aussi beaucoup de blocages qui s'installent. Et donc, à partir du moment où le corps est déjà mature et le mental ne l'est pas, ça pose problème. Bien sûr, Ici, tu as des protocoles spécifiques pour travailler ce genre de choses, toi? Tu tu utilises des parles de protocoles protocole en en hypnose. hypnose ou en coaching? Tu utilises Moi, parfois des je choses? pratique enfin, je pratique pas l'hypnose avec les enfants. Ah, tu ne fais pas d'hypnose avec les Non, enfants. non, 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 je fais les ados. Ok. J'ai envie de te dire à partir de 16 ans.
D'accord. un Donc, tu ne truc comme ça. travailles pas avec les plus jeunes là-dessus. Non, 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 pourquoi? Je me sens pas compétente là-dedans. J'ai pas de pratique et je me sens pas à l'aise avec les enfants de faire ça, tu vois. C'est ça, ça m'appartient. Après, j'ai aussi d'autres compétences avec d'autres profils, mais avec les enfants, en tout cas, je ne pratique pas l'hypnose. C'est dommage parce que je pense que justement, avec tout ton parcours et toutes tes connaissances, je pense que justement, tu pourrais faire. Tu sais, l'hypnose avec les enfants, parfois, il suffit d'un rien. Oui, Ils sont tellement dans l'imaginaire qu'à parfois, on ferme les yeux oui, et hop, on emmène dans une petite métaphore, on arrive à quelque bien chose sûr. qui est. Et je pense que justement, avec tous tes outils, moi, je mets une petite graine là, hein, mais je pense qu'avec tous Oui, tes outils, justement. je t'avoue que j'ai déjà 1000 fois posé la question, mais tu sais, quand tu as deux casquettes, euh, c'est pas toujours évident de tout faire et je préfère travailler alors, tu sais, avec des personnes en qui on a la même philosophie de travail et où on va faire des compléments de compétences plutôt que moi tout faire, Ah oui, 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 je tu comprends. vois. Voilà. Oui, après avoir plusieurs casquettes, à qui parles-tu? Moi aussi, avec l'école, hypnothérapeute, et puis toutes les autres casquettes qu'on a comme femme aussi dans la vie. Enfin, je veux dire, on n'a pas que deux casquettes ou une casquette dans la Non. vie. Mais j'apprécie ce que tu dis. Je me dis que c'est bien de collaborer. Si tu as des personnes autour de toi qui travaillent plus facilement que les enfants, c'est chouette de leur... J'ai une personne comme Éléonore, par exemple, qui habite un peu loin C'est malheureusement. ça, on n'est pas voisine du tout, hein. Quand je Mais pense enfant, je pense toi. Voilà, c'est hypnose et enfant, c'est toi. quel est le rôle des réseaux sociaux et des standards de beauté dans la façon dont les jeunes, donc ici on va prendre ton public, hein, les jeunes à partir de 16 ans avec qui tu travailles, donc dont les jeunes perçoivent leur corps. Les réseaux sociaux. Bah, Mm. les réseaux sociaux, j'apprendrai rien à personne si je dis que c'est vraiment en général quelque chose qui détruit plutôt que de construit l'image l'image au corps et à la relation au poids. Euh, D'autant plus que maintenant, il y a une autre chose qui arrive, et ça, je le ressens très fort chez les ados garçons, c'est cette histoire de masculinisme. Donc, il y a 5 ans de ça, moi, je voyais pas ça dans mes consultations. Donc, si tu veux, j'ai des demandes pour prendre de la masse, quoi. Donc, et j'ai des ados qui veulent perdre du poids et prendre de la masse. Donc, beaucoup de garçons font du sport intense pour sculpter leur corps et prendre de la masse. Et donc, leur type d'alimentation qu'ils veulent choisir, c'est pas dans le but d'avoir une alimentation plus saine. Parce qu'en général, tu te retrouves déjà face à un public à ce moment-là qui est déjà sensibilisé par l'alimentation, on va dire ça comme ça. Mais le risque majeur, là, dans ces cas-là, c'est le TCA, par contre. Par exemple, ça, c'est nouveau, c'est que je me retrouve avec beaucoup d'adolescentes qui glissent vers les TCA à cause des réseaux sociaux Mhm. et des garçons qui glissent aussi vers les TCA un peu moins quand même, proportionnellement, mais qui veulent prendre de la masse, tu vois. Ça, c'est vraiment aujourd'hui voilà, les demandes que j'ai et auxquelles il faut faire face. Et donc, bah là, le travail plutôt de la diététique, dans ce cas-là, intervient plus pour expliquer aussi les dangers de ce genre de choses. Et c'est un autre travail, les TCA. Mais les réseaux sociaux, si tu me lances là-dessus, je te dirais aujourd'hui, la population, le profil de patients a changé et le risque de TCA est énorme à cause des réseaux sociaux. Et est-ce que pour toi, parce que là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est est-ce que la croyance derrière, c'est je ne suis pas assez? Ouais, comme Oui, comme avec les trop, adultes, comme avec c'est ça. beaucoup. C'est souvent l'espèce de croyance qui vient, la ding-ding, qui est bien sûr, mais C'est ça, ici. c'est la comparaison, quoi. Mhm. C'est l'hyper focus sur le corps.
Et sur l'autre, qui est peut-être, qui est mieux, hein, qui est mieux. voilà, c'est toujours mieux. Et plus le courant maintenant aussi qui revient en force, c'est la maigreur, quoi. On était parti sur un body positive Mhm. quelques années de ça, on respirait. Il y avait vraiment quelque chose de très positif qui se passait. Et là, maintenant, chez les ados, on est reparti sur de la maigreur. Bah d'ailleurs, on le voit très fort aux États-Unis. Je ne sais pas si ça te parle, mais quand on voit certaines actrices ou certaines chanteuses aux États-Unis qui ont la peau sur les os et qu'on met en avant, faut pas oublier que ça reste des modèles. Euh, ça fait peur. On retourne vers le culte de la maigreur, de la masse sculptée chez les hommes. Voilà, Mais c'est un alors, peu tu ça. travailles dans leurs demandes, tu vas dans ce qu'ils veulent ou tu essayes de faire en sorte, je sais pas, c'est une question, hein, et Ouais, c'est ouais. aucun jugement, mais Non. est-ce que tu vas dans leurs demandes ou est-ce que tu essayes avec des discussions qu'ils apprennent à s'accepter tels qu'ils sont? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ça m'interpelle ce que tu me dis parce qu'en fait, ça me fait mal quand je t'entends. Je me dis, ok, on a des jeunes. Je les ai aussi, mais j'en ai moins. Moi, je t'avoue que j'ai pas encore eu d'hommes comme ça, enfin de jeunes hommes qui venaient me voir pour justement remuscler d'une manière telle. Euh, Ça m'interpelle. Je me dis, ok, comment? Moi, je suis pas sûre que j'aurais envie d'aller dans sa demande. Mhm. Et c'est pour ça que je te Bah, c'est demande. super. Écoute, tu sais quoi? J'ai pas. Tu parles de protocole. J'ai envie de dire, j'ai pas de ligne de conduite. C'est un peu comment je le sens. Ça dépend si j'ai un contact téléphonique aussi avant, par exemple. Ah, mais je te demande pas de protocole, là. Non, Je te non, non, demande mais juste je si. t'explique. Je dis Oui. protocole, c'est-à-dire que j'ai pas de pensée. Comment je vais dire ça? Déjà, je peux pas dire je refuse pas. Ah oui. Je fais avec la situation comme elle se présente. Et la première chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est le lien thérapeutique. Tu vois, ça pour moi, c'est la priorité. Par exemple, dans le cas des TCA, ça dépend la gravité de la situation, mais la première chose à faire, c'est quand même de garder le lien thérapeutique pour ensuite arriver progressivement à imposer à un moment donné des changements, tu vois? Parce que avec le recul, je pense que c'est d'abord la relation thérapeutique à expliquer les choses. Parce que si tu arrives avec tes grosses bottes, surtout avec un ado, Ah oui, et que non, tu lui clairement. dis ce que tu fais, c'est de la Ah merde. oui, non, mais je dis pas Tu que vois? je ne dis pas Non, non, dis que pas je vais ça. aller avec Je mes gros sabots. caricature. Je Mais je caricature. comprends. Donc, en fait, si je comprends bien, tu vas d'abord créer la relation. Donc, tu vas veiller au relationnel. Ça, je pense, de toute façon, pour moi, c'est la base avec les C'est enfants. ça? Les ados, c'est sûr que si on n'a pas la relation, surtout avec les ados, mais je dirais même avec les enfants et les ados, après, les adultes, c'est important de l'avoir, mais c'est pas toujours le plus utile. Ça dépend vraiment de l'adulte. Mais avec les ados, s'ils ne nous comprennent pas et qu'on, déjà, si notre tête ne leur revient pas, Voilà. ça n'ira pas. Donc, je comprends ton point de vue. Après, moi, c'est plus par rapport à moi. Je me dis, OK, ce jeune, il vient, ça touche mes valeurs. Je me dis, Ouais. oups, il y a quelque chose. Donc, Mhm. il y a une demande de resculpte-moi, madame. Et à Là, côté de et c'est ça, vrai que ce que ouais. tu me dis là, ça me touche particulièrement parce que tu vois, moi, en dehors de ce qu'on discute aujourd'hui, j'ai fait un Mhm. certificat interuniversitaire en éthique des soins de santé. Et ça m'a aidé dans des situations comme tu t'écris là maintenant. Comment je fais face à un patient qui n'a pas les mêmes objectifs de vie devant moi, qui a des valeurs différentes, etc. Donc, voilà, je te dis, c'est pas toujours très carré ma façon de voir les choses. Ça évolue en fonction de la personne, avec le moment dans lequel je réponds, voilà, c'est certain. Mais de manière générale, j'ai envie de te dire que voilà comment je vois les choses, c'est que je me dis, je suis personne pour dire comment les gens doivent choisir leur vie. Voilà. Moi, je reste. Alors dans ce cas-là, je mets ma casquette de soignant. Donc je me dis,
voilà, je fais mon rôle de soignant, je vous informe des risques, mais je respecte vos valeurs. Mhm. Je peux vous aider jusqu'à une certaine limite. Par exemple, utilisation des protéines, tu vois, à la base, je ne suis pas du tout pour des protéines, tu vois, pour prendre de la masse, ou certains substituts de repas et tout ça. Mais j'ai évolué dans ma façon de voir les choses et si pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de danger, Mhm. eh ben, je fais un pas vers le patient et je l'intègre quand même pour sensibiliser et pour, à un moment donné, peut-être, ça sera une passade, comme beaucoup dans la vie des gens, et qu'ils auront compris le message chanté qu'il y a derrière. J'essayerai d'expliquer aussi ben, que c'est souvent des modes et tout ça, donc voilà. Et j'essayerai d'améliorer, on va dire, leur comportement alimentaire, leur sensibilisation à la santé, leurs priorités. Enfin, voilà, je vais faire mon boulot, mais en, en respectant en fait les valeurs de chacun. Non, c'est intéressant. Euh, j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, moi, je ne sais pas encore. Là, maintenant, je me questionne, je me dis, est-ce que mes valeurs... Et en même temps, j'aime bien ta réponse parce que on travaille pas pour nous, on travaille pour l'autre en face, mais justement dans la limite du respect du corps. C'est encore un enfant, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, un Oui, jeune, ah non, non, ouais, c'est ouais. quand même important quand je vois une jeune fille qui est Ça, par anorexique. exemple, le sujet des protéines ou ce genre de choses, à l'enfance, j'ai pas du tout le même discours. Hein. Ouais. Je te parlais de, voilà, de situations plutôt adultes. Tu vois, j'ai un gamin, pour l'instant, enfin, il a 20 ans, il est en Mhm. maçonnerie, un gros trouble du comportement alimentaire, il fait de la salle. Euh, il mange des protéines, bah, à la place de me, entre guillemets, me mettre à dos avec des discours paternalistes, bah, voilà, j'essaie de créer la relation et de l'amener tout doucement. Il est quand même venu chez moi finalement. Oui, non, mais et je ne te jette pas du tout la pierre, Non, c'est très non, bien non. ce que tu fais. Et je suis pas là du tout pour te juger, ni juger qui que ce soit qui viendrait un jour parler avec moi dans ce podcast. Ça me questionne. C'est juste que, voilà, moi, comme je travaille essentiellement, enfin, je travaille aussi beaucoup avec les adultes, mais je travaille beaucoup avec les enfants et les ados, ça me passe par l'esprit. Je me dis, tiens, est-ce que j'irai vers sa demande ou pas? En tout cas, et c'est, je crois aussi pour ça que je n'ai pas tant de jeunes anorexiques ou comme les tiens Non, avec... là, j'en profite pour un peu nuancer ce que je t'ai dit avant. Là, on est dans une pathologie, c'est différent. Mhm. Face à un enfant, j'aurais pas le même discours non plus parce que là, c'est la santé qui va être prioritaire. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Mais non, face à une anorexique, j'ai pas du tout la même attitude. Hein. Jamais. Au Mais moi, je me contraire. sens pas capable. Je veux Ah dire, non, c'est j'en ai clair. vu plusieurs. Non. J'ai essayé, je ne dis pas que j'ai jamais testé parce que je suis quelqu'un qui aime, je me challenge et j'essaye, tu vois. Mais je trouve que souvent il y a du mensonge et je crois que dès qu'il y a du mensonge, j'ai du mal parce que si le jeune ou la personne en face de moi me ment, c'est compliqué d'entrer dans la relation thérapeutique. Que la personne ait des difficultés et euh, recommence, enfin, m'avoue, voilà, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela enfin, j'ai eu tel comportement ou tel autre, mais me disent la vérité, là, ça va, on peut repartir. Mais à partir du moment où il y a mensonge, et souvent, je trouve que c'est un schéma mental chez l'anorexique, le mensonge fait vraiment complètement partie Ouais. de leur manière de fonctionner, et je trouve que c'est compliqué. Mais Bon, on va passer, c'est sûr que c'est pas la même façon de travailler et ça fait partie de leur maladie. Donc, c'est ça. on sait qu'on travaille avec ça. On sait qu'on travaille avec ça. On Et travaille moi, pas qu'avec la personne qu'on a devant nous, on travaille avec tous ces démons derrière. Ça, c'est le contrat où tu peux très bien ne pas travailler avec ce genre de profil. Hein. moi, je préfère Moi, pas. j'ai des profils que je refuse. Voilà. Mais je comprends. Enfin, moi, en tout cas, je préfère pas aujourd'hui parce que
J'ai pas les épaules pour. Je trouve que je suis pas suffisamment formée. Je pense que ce serait bien que j'ai une. Parfois, je pense vraiment que ta formation de diététicienne, c'est quelque chose ça me passionne en fait. Je trouve que c'est important si on accompagne, en tout cas, d'avoir de très très bonnes notions dans un minimum. On accompagne ces jeunes ou ces personnes avec une problématique derrière. Donc, je pense que c'est bien de s'y connaître et chacun son métier. Toi, tu as d'abord étudié diététicienne, après tu es venue à l'hypnose et tous les autres outils que tu as. Voilà, avec les adultes, c'est différent parce qu'on peut venir avec de l'hypnose intégrative, on peut venir avec des questionnements. Avec les jeunes, moi, je ne me sens pas, je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà. Comment distinguer une préoccupation normale d'un rapport au corps qui devient problématique? Donc, comment est-ce que les débuts du trouble alimentaire, comment tu sais le Tu parles distinguer? des troubles du comportement alimentaire ou tu Oui. parles du poids simple? Là, je parle d'une préoccupation normale. Ben, on a le corps, les gens, les enfants, les jeunes qui viennent, ils commencent peut-être à avoir Qu'est-ce qui va me préoccuper? Voilà, dans une consultation qui n'a rien à voir avec les TCA, parce que ça, c'est quand même quelque chose à part. Qu'est-ce qui va me préoccuper? Alors, je te disais, je reçois, la première chose qui me vient, c'est les parents. La Ah première oui. chose, c'est les parents. Comment ils vont face à leur poids, face à leur... Donc, la première préoccupation, c'est euh, où en êtes-vous, vous, dans votre rapport à votre corps et à votre alimentation, tu vois? Parce que c'est l'environnement. C'est l'environnement de l'enfant. Donc, il va recevoir les messages de ses parents. Si les parents sont sensibles à leur apparence, à leur poids, ben souvent les enfants, s'ils sont pas dans ce que les parents attendent, ils sont déjà en souffrance, tu vois. Donc moi, ma première préoccupation, c'est ça. Puis forcément, je vais me préoccuper donc du milieu familial. Je vais regarder s'il y a des obsessions alimentaires. Si les enfants, ils ont l'habitude de se peser, c'est quand même pas très particulier, quoi. C'est pas normal qu'un enfant, il passe tout le temps sur la balance. Je vais voir aussi s'il culpabilise après avoir mangé, par exemple. Je vais voir aussi s'il a tendance à s'isoler. Tu vois, le fait, je te disais tout à l'heure, je mange en cachette, j'ai des bonbons, je retrouve des emballages de bonbons dans les tiroirs des enfants, tu vois. Le fait de s'isoler ou d'éviter de manger certaines choses avec certaines personnes. J'aime pas de manger avec mes copains. Tu vois, tout ça, ça va commencer un peu à me tracasser. Je vais me tracasser aussi en fonction des vêtements qu'ils vont utiliser, tu vois. S'ils prennent des trucs super amples, super noirs, tu vois, déjà la façon dont ils se présentent au monde. Mhm. Et puis la période de l'adolescence qui va aussi être une préoccupation, tu vois, c'est tout des attention, attention, attention. Et puis bon, ben voilà, toujours relativiser aussi, parce que rare qu'il y ait des graves problèmes. Mais voilà, tout ça, c'est des alertes pour moi, c'est le milieu sportif. Tu vois, je te disais ça tantôt, ça c'est aussi dans quel monde sportif ils évoluent et à quel niveau, parce que les exigences, elles sont pas toujours les mêmes. Mhm. Voilà un peu le tour. Je sais pas si je réponds à ta question. Si tu y réponds, moi de mon côté, quand le parent me contacte pour un problème de poids, d'abord je demande d'abord si c'est un problème que l'enfant évoque lui-même. Parce que s'il n'y a pas de problème du côté de l'enfant, il n'y a pas de Voilà, problème pour moi déjà. voilà, c'est Donc si l'enfant, pour lui, il est peut-être rond, il est peut-être, on va dire, par rapport à la norme, il est peut-être obèse, mais en fait, si lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour moi non plus. voilà. Et, euh, et si jamais il vient et qu'il y a une espèce de mutisme qui se ferme et qu'il y a un silence, là, je vais me dire, OK, il y a un problème. Et moi, ça va m'alerter. Donc je vais essayer de trouver des outils pour déjà avoir le message intérieur et pas le message qui viendrait. J'aimerais bien avoir la réponse de l'inconscient. Et aussi, sinon, si le jeune ne me parle que de poids, que de poids, que de son poids, que de son corps, que de son poids, de ses formes, là, ça va m'interpeller aussi. Mais aussi, non, je te dis, moi, je travaille pas tant que ça. C'est pas que j'en ai jamais eu, hein. Mais c'est c'est pas les demandes c'est pas les plus fréquentes. C'est pas ça que j'ai le plus. Par contre, j'ai des cas.
Et parfois, c'est relié, mais c'est pas la problématique de base. Donc, je vais avoir une personne qui va venir pour un enfant qui va être en surpoids, oui, mais il va pas venir pour le poids. Il va venir parce que il y a d'autres trucs, du harcèlement à l'école. Et effectivement, on va parler alors de la comparaison. Ça, la comparaison, c'est un poison. Ça peut être très bien quand c'est Tu bien vois, si utilisé. ça tombe, toi, tu vois, avec la demande du mal-être à l'école, ben, peut-être que sans t'en rendre compte, tu vas régler le problème de poids, Ah, puisque mais oui, mais clairement. c'est peut-être ta façon à lui de régler ses conflits, ses tensions intérieures Ah, mais et moi, je ses suis émotions. Donc, tu persuadée. vois, ça, Je voilà. suis persuadée que quand on règle au niveau des émotions, des choses, en tout cas, Oui, on ne règle jamais complètement, mais quand on donne des stratégies aux jeunes pour qu'ils deviennent autonomes, on va dire, de ses voilà. propres émotions, pour qu'ils puissent apprendre à réguler son système nerveux, se sentir, on va pas utiliser ces mots-là avec eux, bien sûr, mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on fait quand on leur donne un exercice de cohérence cardiaque ou quand on leur donne une petite métaphore qui leur permette de voyager à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce qu'on essaie de faire. Et derrière, on leur donne des stratégies, que ce soit pour le harcèlement, pour les nuits, des terreurs nocturnes ou d'autres, toutes les problématiques qu'on a. Même un deuil peut amener un deuil. Je ne parle pas nécessairement d'un deuil qui semblerait peut-être plus terrifiant qu'un autre. Je veux dire, la mort d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, c'est terrible. Ou d'un Mais, chien, d'un mais chat, un chien, un chat ou même parfois changement d'école, oui, ou d'une maison ou un divorce, parce que c'est aussi des deuils, tout ça. À chaque bien fois qu'il sûr. y a un changement qui chamboule, c'est un deuil. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont des deuils, en fait, hein. Bien sûr. Bah, ça, oui, effectivement, on va avoir des jeunes qui vont arriver, qui Ah, vont tu avoir disais un tout à l'heure. changement de comportement alimentaire avec ça. Oh, Et bien sûr. ils vont commencer à avoir une compulsion. Et c'est pour ça que parfois, moi, si j'ai l'occasion alors je vais lui demander, mais je vais pas travailler que sur ça, parce que la Non, c'est demande ça. n'est pas là, mais je vais me rendre compte qu'il y a ça. Et donc, en fonction de la demande de l'enfant, oui, je vais travailler sur ça. Mais je travaille pas comme tout le monde. Moi, les parents, ils vont venir, ils me disent, oui, mon enfant dort pas. Ok, il dort pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va peut-être être un problème de poids, mais ça va peut-être être un problème de harcèlement. Ça va être peut-être, il est amoureux et comme il se trouve plus gros qu'eux, il se sent pas bien. Tu sais, il y a tellement de choses dans la tête d'un enfant que oui, on ne se limite pas à une problématique, mais même avec les adultes, regardons-nous clairement. Quand tu as un adulte qui vient pour un problème de poids, c'est la caverne d'Ali Baba que tu ouvres, si ça s'ouvre. Et c'est là que c'est magique quand le thérapeute en face, il a des outils qui sont surprenants. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fort. C'est le thérapeute, à la limite, ce qu'il a étudié, je m'en fiche. En fait, je m'en fiche royalement du parcours de la personne. Mais si à l'intérieur, il a vraiment, je sais pas, comment, toutes les cases à cocher, là, il est en présence avec la personne, l'enfant, le jeune ou l'adulte, et il a des outils efficaces, bah, pour moi, elle est très bien, il est très bien. Faites confiance, quoi. Mhm. Donc, le poids des attentes familiales, scolaires ou sociales, comment se manifeste-t-il chez les ados que tu reçois? Je différencierais leurs attentes de l'extérieur. Ce poids-là peut avoir plutôt un lien avec les émotions. Et oui, je relierais ça plutôt au stress. Tu parles du poids des attentes. C'est sûr que ça peut partir dans tous les sens et c'est ça un peu euh, le travail que je vais essayer, si tu veux, de jauger en questionnant les parents sans jamais être dans la Mm. culpabilisation. Voir un petit peu, justement, je te disais, c'était le problème de qui, tu vois, et je dis pas ça comme ça, mais j'essaye de jauger un petit peu, justement, cette pression qu'ils peuvent éventuellement mettre sur les enfants. Et si j'ai le jeune devant moi, ben, c'est des questions évidentes qui me viennent, mais pas directement, tu vois. Alors là, on va peut-être plus, pour certaines ados, j'en ai en hypnose, c'est peut-être là-dessus qu'on va partir, quoi, tu vois. Moi, je dirais que comme j'ai pas toujours l'info, ils viennent pas toujours pour du poids. Ils vont pas me le dire comme ça. Mais ils vont dire, ah, j'ai une boule.
Je ressens une boule ou une tension, s'ils arrivent à mettre le mot tension. Donc moi, je vais travailler sur la sensation. C'est souvent des gens Oui, qui seront plus dans le kinesthésique, qui vont le ressentir à l'intérieur. bien Euh, sûr. et donc du coup, moi, Relié à la cause, on va dire ça avec l'hypnose, on peut relier ça à la cause et par ton protocole, il y a aussi ça aussi qu'on peut utiliser, quoi. C'est oui, certain. et même parfois, on prend pas, on va juste utiliser des techniques comme la spirale, tu vois, la spirale des émotions, je Mhm. trouve que c'est une technique qui fonctionne pour beaucoup, beaucoup de choses. Où on peut, enfin, il y a plein de techniques de toute façon qui existent euh, Ouais. pour essayer justement d'évacuer toute cette tension que les jeunes, enfin que les jeunes, ici on parle des jeunes. Ce poids-là, c'est vrai que même ne fût-ce que la boule de protection, tu vois, peut Ah, laisser les mais, attentes des autres ah, mais, à distance. et même certaines personnes mangent pour se protéger, hein. C'est Ouais, vraiment comme une espèce voilà. de gros manteau, hein. Ça peut être très très lourd et ça peut prendre vraiment en masse. Mais ou quand il y a eu un gros trauma, souvent on le voit aussi, même on le voit chez l'adulte. Mais souvent ces choses se sont passées au début de l'adolescence. Combien de jeunes ont des attouchements ou Mm. subissent des traumatismes qui font que après ils commencent à se protéger ou ils se cachent. Tu parlais des gros pulls ou ben oui, les jeunes qui se cachent, c'est pas pour rien quand on commence à se cacher, c'est qu'on Oui, c'est cache ça. quelque Et c'est chose. vrai que une des causes majeures de la prise de poids chez l'adolescente et la jeune adulte, c'est les abus. Mhm. Oui, oui. Ça, il faut toujours tenir ça en tête, en respectant le silence, mais c'est quelque chose en tout cas, le surpoids, l'obésité est une des conséquences majeures d'abus voilà, c'est Mhm. clair. Et donc ici, moi, ce que je trouve intéressant quand on travaille avec les jeunes et les enfants, évidemment, dans ce genre de cas, tu vois, d'abus, euh, tu, tu travailles pas seul. Ici, il faut être accompagné avec un bon psychologue, un bon médecin, un pédiatre ou un médecin. On travaille pas seul quand on entend ce genre de choses, mais par contre, je trouve quand même que l'hypnose a son sens s'il y a réparation derrière, si on parle par exemple d'un abus sexuel, s'il n'y a pas réparation au niveau tribunal, etc., par rapport à l'agresseur, on travaille pas dessus. En tout cas, moi, je déconseille fortement de travailler dessus tant qu'il n'y a pas eu réparation, tant qu'il Parfois, n'y a pas. tu le sais pas, tu sais. Non. Oh, oui, mais parfois, mais par contre, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir travailler avec le jeune pour lui donner des ressources Bien pour sûr, mais je veux dire se par là que libérer. C'est quand même important de pas toujours attendre d'avoir 40 ans et que le traumatisme nous revienne en pleine figure, un peu comme une mine qui explose. Et c'est là que je trouve que parfois ça vaut la peine quand même d'avoir des séances pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, hein. Ne pas toujours attendre. On n'est pas obligé d'avoir 45 ans ou 60 ans pour se dire, oh mon Dieu, je vais aller voir quelqu'un pour me soulager parce que combien de gens adultes j'ai qui ont vécu des trucs mais de dingue en fait, je suis convaincue. ben oui, donc voilà, enfin, soit. Moi, c'est ce que j'encourage vraiment les parents, même s'ils estiment que c'est un petit truc, de rien du tout, la mort d'un chien, d'un chat, ben, ça peut être très, très lourd dans la vie de l'enfant. Et même s'il ne faut qu'une seule séance pour le traiter, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là parce que je suis pas médecin, mais c'est un peu ça qu'on fait. On va essayer, en tout cas, de soulager le jeune. Ben, allons-y, quoi. C'est pas pour ce que ça coûte. Par contre, ça peut être vraiment beaucoup plus. Ça peut alléger vraiment le jeune et dans toute sa vie, dans tout son parcours, en fait. Alors, j'arrive doucement au bout, hein. Y a-t-il pour toi un lien entre ce poids émotionnel et le rapport à la nourriture et au corps? Bien sûr. Pour moi, l'alimentation est un moyen de résoudre des tensions, quoi. Donc, si on part de nos émotions, alors on pourrait faire des longs discours dessus, mais à partir du moment où il y a une certaine forme de vulnérabilité face à l'alimentation, euh, on peut imaginer que ça reste un peu comme quelque chose
qui est sous-jacent un peu toute sa vie, j'ai envie de dire. Tu vois, si tu as un enfant qui a un jour dans sa vie résolu un problème à travers l'alimentation, d'accord, c'est pas la meilleure solution, mais voilà, c'est très intelligent, hein, ça pourrait être autre chose, bah, ça peut rester comme une vulnérabilité toute la vie. Et donc, ben, à nous de l'outiller, comme tu disais tout à l'heure, de lui faire comprendre que ses émotions, c'est un langage intérieur, qui nous raconte quelque chose sur nous, et que ben, on peut l'aider à faire comprendre ce que ça cache, les émotions, et que on peut aussi l'outiller à essayer de trouver d'autres solutions que la nourriture, qui agirait comme un programme par défaut, quoi, Mhm. pour l'aider à euh, étayer un peu toutes d'autres solutions qui pourraient lui faire ce que ça doit faire. Ça peut être apaisé, contrôlé, ça peut être voilà, plein de choses en fonction des mots des enfants. Mhm. Mais je pense que la période de l'enfance est un moment charnière et important pour outiller pour toute la vie. Complètement d'accord. Moi, je trouve que justement, l'hypnose ici, elle devient intéressante parce que, ou sinon, on a le mode par défaut. Tu Mm. vois, on a nos conditionnements. Donc, si la première fois que tu as mal et que la réponse c'est je vais manger du chocolat et que ça a fonctionné parce que du coup, ça a permis de penser à autre chose, ça a permis d'adoucir à ce moment-là, effectivement, la réponse habituelle, la réponse par défaut va être je mange un morceau de chocolat, ce qui peut être problématique à force parce que Mm. manger trop de chocolat, on sait ce que ça fait. Et finalement, l'hypnose va permettre qu'on casse cette habitude et enfin, moi je trouve que l'hypnose a tout son sens, euh, mais on peut le faire avec que le coaching, ça fonctionne aussi avec le coaching, mais avec l'hypnose c'est un peu plus rapide parce que on met un autre comportement à la place. Mais ça doit rester vraiment dans les, ça doit rester éthique. Quand on utilise l'hypnose, de toute façon, ça doit être en discutant qu'est-ce que toi tu veux à la place. On Oui, va c'est pas nous ça. arriver avec C'est ça. notre Oui, solution. non. Et ça, C'est- pour moi, c'est très, 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 très important ce que tu dis, hein, parce que de nouveau, pour moi, le patient, le petit patient doit rester l'acteur principal de ce qui lui arrive, quoi. Tu vois, tu parlais d'autonomie aussi tantôt. Mm. Lui laisser le choix de la solution. Mhm. Je trouve ça super important pour aussi qu'il comprenne qu'il peut faire ses propres choix, qu'il peut aussi être écouté, entendu. Tu vois, je pense qu'on joue aussi ce rôle-là quelque part. Après, il y a des enfants qui ont besoin, tu vois, il y a des enfants qui sont très procéduriers, et puis il y en a Ouais. d'autres qui sont plus dans l'instant. Et bon, bah, ceux qui aiment bien chercher leur propre solution, ben, tant mieux, mais il y en a, ils ne savent pas. Oui. Donc, Mais ça peut être intéressant de leur suggérer des voilà, solutions. des Et solutions qui choisissent parmi oui. pour enfin personnellement après je pense que ça c'est une question de valeur enfin c'est important mais pour peut-être les aider à prendre conscience qu'ils restent acteurs tu vois quelque part c'est important pour moi dans la vie si on n'a pas de solution c'est de se faire aider à trouver d'autres solutions et de choisir celle qui nous convient le mieux mais bon c'est probablement parce que je fonctionne de cette façon-là forcément j'aimerais pas qu'on m'impose quelque chose donc j'aurais du mal de le faire, tu vois. Même si je suis d'accord avec toi, mais j'aime l'idée du choix, laisser le choix, Ah, mais des possibilités différentes. je suis complètement d'accord, mais certaines personnes ont du mal à faire des choix par eux-mêmes Mhm. parce qu'ils sont conditionnés par le regard des autres, parce Mhm. qu'ils ont une tendance à avoir besoin de l'aval de l'autre avant de pouvoir s'y mettre. Donc, d'où le thérapeute peut avoir quand même ce rôle de donner de donner le choix et de donner Voilà. la permission. Mhm. Parce que certaines personnes ne savent pas du tout comment Bien s'y sûr. prendre. Ils n'ont pas la stratégie. Moi, je me rappelle, j'ai eu une jeune, elle ne savait pas, elle n'avait pas le choix. En fait, ses parents ne cuisinaient pas. Donc, peu importe ce qu'on mettait, C'est ça. il n'y avait pas Bien de sûr. repas. Il y avait, Bien en sûr. fait, les parents n'avaient pas la stratégie. Donc, je me rappelle que j'ai donné comme stratégie aux parents, j'ai presque appris aux parents qu'il fallait faire à manger et leur donner des idées de sites pour aller voir comment apprendre à se nourrir.
Et là, moi, je me suis quand même questionnée. Je me dis, OK, la gamine, elle a une envie de changement, mais elle est dans un environnement qui est assez compliqué pour pouvoir Exact, atteindre son exact, objectif. tout à Et, et, fait. et je trouve que parfois, c'est compliqué parce que ça s'appelle de Mhm, l'éducation alimentaire. Et tout le mhm, monde n'a pas accès à cette éducation parce qu'aujourd'hui, on est dans le fast-food. Je parlais encore avec un ami. Il y a des personnes qui mangent parfois des pizzas 3 fois par semaine. mhm. L'enfant, il est dans cet exemple. Donc, le jeune, il va reproduire, entre guillemets, toutes ces habitudes qui sont familiales. Bien Et sûr. c'est là, on est parfois complètement impuissant dans l'accompagnement. C'est Alors, notamment pour ça que le conflit enfant-parent face à moi, tu vois, avec un parent qui dit il fait pas ci, il fait pas là, il devrait faire ci, il devrait faire là, ben, dans ce cas-là, voilà, tu te sens mal à l'aise parce que tu as envie de poser des questions aux parents, tu vois, d'avoir ce côté de défendre l'enfant dans un environnement qu'il ne choisit pas, quoi. mhm. Donc, oui, je suis d'accord. Oui, c'est pour ça que effectivement, l'idéal, c'est d'avoir les parents comme collaborateurs dans le changement du projet, mais avant tout, il y a souvent aussi tout un travail euh, d'information ou de désinformation auprès des parents, quoi. Oui, oui, non, c'est clair. Avec ce genre de Ou séance. d'aider, ça, je pense que tu seras d'accord avec moi aussi, d'aider à mettre des limites, par exemple. Ah oui, mais pas que au niveau du poids, mais bien sûr, clairement. Déjà, si un enfant a un problème de poids, j'aurais tendance à dire on arrête certaines chaînes de TikTok. TikTok et Instagram, moi je connais des jeunes filles qui sont sur des groupes, mais ça contribue à justement cette comparaison de maigreur, de Je suis maigreur, de d'accord avec toi. maigreur. Dans les Et TCA, par exemple, c'est aussi quelque chose à faire obligatoirement. moi, je fais pas les TCA, je suis pas formée. C'est Non, pas que mais ça ne comme m'intéresse ça. pas. Je crois j'ai des outils, je pourrais, mais honnêtement, j'aurais trop peur de mal faire. Hmm. Et je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Parce qu'après, enfin, j'ai pas envie d'être en tort. Je veux vraiment que les gens se rendent compte que l'hypnose, c'est un outil positif. Qu'on ne dise pas, ah oui, l'hypnose, mais non, l'hypnose avec quelqu'un qui a des mauvaises intentions, bien sûr que ça peut être dangereux, mais c'est comme pour tout. Euh, les intentions sont la base de tout. Donc, si ton intention est de faire du bien et d'aider, bah, ça va. Mais tout dépend, bien sûr. Les gens qui me disent j'ai peur de l'hypnose, oui, bah alors arrêtez de regarder la télévision, s'il vous plaît. Bah oui, à un moment donné, il faut aller voir où sont les réelles peurs. Parce que l'hypnose, elle est dans tout, elle est dans toute la vie. Quand on me dit l'hypnose soit n'existe pas ou l'hypnose me fait peur, je m'interroge. Parce que l'hypnose, elle est dans tout. Tout le monde l'utilise tout le temps sans même le savoir. Mhm. Comment l'hypnose t'aide-t-elle à travailler sur ces poids invisibles différemment d'un accompagnement diététique classique? Et oui, c'est cette histoire de je travaille tout ce qui est en dehors de l'assiette. Tu vois? Autant la diététique, elle va travailler sur ce qu'on va mettre dans l'assiette, d'un point de vue pratico-pratique, on va dire le choix de l'alimentation, et puis ben, voilà, la liste des courses, tout ce qui est hypnose peut s'occuper bah, des raisons pour lesquelles pardon, ben, voilà, on a du mal de mettre des choses saines, ben, on va caricaturer, saines dans l'assiette ou faire des choix plus judicieux par rapport à notre santé ou à notre projet par rapport à notre poids, par exemple. Donc, l'hypnose va vraiment soutenir, encourager, travailler sur les causes inconscientes, travailler sur les émotions. L'hypnose, il n'y a pas de limite pour moi. Mm. Voilà. Donc, en fonction de ce que la personne a besoin, ben, c'est notre taf, en fait, de nous adapter à ce que la personne a besoin et à nous d'être créatifs et de trouver une technique, une méthode, quelque chose adapté en hypnose pour, euh, pour être la pièce du puzzle que le patient a besoin pour modifier le comportement qui le dérange, s'il le dérange. Pour doucement conclure, quel conseil donnerais-tu à un parent qui remarque que son ado est préoccupé par son poids
sans savoir comment en parler. Ouais. Déjà, j'ai envie de te dire qu'il se renseigne correctement et qu'il fasse appel à des personnes qui connaissent le domaine. Voilà, déjà, ça c'est pour moi important pour pouvoir faire la distinction entre les vraies préoccupations et les petites choses qui peuvent être interpellantes mais qui ne sont pas graves, tu vois. Être interpellé, si par exemple il y a une grosse prise de poids chez un enfant ou un adolescent, être interpellé s'il y a une grosse perte de poids chez un adolescent, être interpellé si l'enfant fait des tris dans son alimentation, commence à avoir des dégoûts alimentaires, commence à se préoccuper pas mal de son apparence. Tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Quelque chose aussi que j'ai observé pour les adolescents, quand il y a parfois des parents qui sont contents que leurs enfants fassent eux-mêmes à manger. Eh ben ça peut être interpellant en fait. Parce que ça peut derrière cacher un besoin de contrôle. Et donc, nous, en tant que parents, on peut être fiers, nos enfants font à manger eux-mêmes, ils regardent un peu à ce que l'alimentation soit saine et tout ça. Mais ça peut cacher justement un besoin de contrôle. Ça c'est voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert aussi à travers mes consultations. Et je pense qu'il faut être attentif à ça en tant que parent. C'est pas toujours quelque chose de positif, en fait, l'autonomie Et, dans ce cas-là. et tu conseillerais donc d'aller voir un thérapeute ou un professionnel? Au moins, déjà, si le parent est anxieux par rapport à ça, d'aller lui-même consulter, tu vois, un professionnel pour voir euh, et comprendre et amener les paramètres et demander au professionnel ce qu'il en pense. Mhm. Soit le professionnel va relativiser, soit le professionnel va demander d'observer certaines choses un peu même en cachette, tu vois. C'est pas toujours, voilà, et ou avoir certaines conversations avec le jeune, etc. Sans nécessairement venir chez une diététicienne en particulier, pour éviter la stigmatisation. Oui, 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 Mais je bien sûr. pense qu'une première consultation, ça peut arranger certaines choses ou vraiment alerter s'il y a besoin. D'accord, merci. Voilà. Ne pas non plus faire la démarche pour un enfant sans son consentement. Ah Ça oui, oui, rejoint oui. un peu ce que tu disais. Oui, pas de demande, pas d'intervention pour moi, ça C'est c'est clair. ça, et s'inquiéter de tout ce qui se passe pour l'enfant en dehors de son assiette. Donc l'école, ses activités, le temps passé sur les écrans. Donc je reviens toujours avec cette histoire de symptômes. Les parents peuvent se dire que si ça ne va pas bien à travers l'alimentation, c'est probablement à cause d'autre chose. J'enlève les TCA, j'enlève les neuroatypies, voilà, Mhm. voilà. Je pense de manière générale, si l'alimentation commence à se modifier, eh bien, il faut peut-être être attentif à ce qui se passe en dehors de l'assiette pour D'accord. comprendre. Et alors, si tu devais donner un message à un jeune qui se sent trop lourd, dans un sens ou dans l'autre, hein, donc soit dans son corps, soit quel serait-il? La première chose, c'est que je lui dirais, écoute, je sens que tu souffres et je te comprends. Ce que tu vis, eh bien, tu as le droit de le ressentir. Plus que probablement, tu es en train de grandir, de te transformer. Tu as des super pouvoirs. Ils sont aussi en train de grandir en toi, et un jour, ben, tu vas en prendre conscience. Mais en attendant, c'est peut-être difficile pour toi. Mais aie confiance, tu vas trouver tes super pouvoirs et tu vas un jour t'aimer entièrement comme tu es et aimer ton corps aussi. Oui, c'est pas une fatalité, quoi. Ça ne se porte pas toute la vie, en fait. Il y a un moment donné, il y a toujours Peut-être que un... si, Eleonore, on n'en sait rien. J'ai envie de dire, Oui, en tout cas, j'ai pas envie de vendre le fait que demain, ça sera peut-être différent. J'en sais rien. Voilà. Donc moi, ma manière à moi de fonctionner, c'est de valider sa souffrance, de lui dire qu'il a autre chose à vendre que son corps. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, j'ai compris, oui. Et puis de lui dire qu'il peut aussi s'aimer entièrement, même avec ce corps qui peut-être ne lui convient pas. Voilà. Oui, mais ce que je voulais dire dans la fatalité, c'est que cette lourdeur,
on va dire, émotionnelle, Mhm. celle-là, il n'est pas obligé de la porter tout le temps. Il peut C'est ça. par endroit, par Mhm. moment, la Mhm. déposer dans un endroit à l'intérieur de lui. Il peut respirer, il Ouais. peut se poser et que certains adultes sont peut-être là aussi pour l'accompagner et peut-être l'aider à Mhm. trouver ses propres solutions. Enfin, moi, en tout cas, bien sûr qu'on n'a pas on ne sait pas comment ça va réagir en face, ça, on ne le sait jamais. Moi, j'ai envie d'avoir l'espoir que si le jeune, il vient ou que l'adulte, il vient, bah, en tout cas, que ce poids, même si le poids physique va peut-être rester pour des raisons C'est X ou ça. Y. Celui-là que je parlais, moi, en tout cas. Oui, oui, c'est pour ça que moi, j'ai envie de parler du poids émotionnel ici, que ce poids-là, bah, on peut l'alléger, on peut le déposer, on peut décider qu'on s'accepte et qu'on s'aime, même s'il y a peut-être des kilos en trop. Parce Bien que les sûr. kilos, finalement, c'est pas le plus important. Tout à fait. D'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour être venu sur ce podcast, pour parler de ta passion, de ce que tu fais tous les jours. Voilà, je suis vraiment contente que tu aies pris le temps de venir nous voir sur cette petite Avec plaisir, chaîne. hein. Parler de sa passion, c'est pas du travail, c'est chouette. Puis ben voilà, si ça peut donner des idées à d'autres personnes, des réflexions, ben c'est un peu l'effet colibri, hein, c'est comme un peu le jeu. Donc c'est important pour moi de transmettre avec presque 26 ans d'activité professionnelle. Je suis à un âge où j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris, ce que je sais, sans imaginer que je fais mieux que les autres. Mais en tout cas, voilà, si je peux inspirer, je serais contente déjà pour ça. Bien sûr, je te remercie. Merci aussi, Alors, Eleonore. vous pourrez retrouver bien sûr Sophie Schooling. Je mettrai tous ces liens, donc vous aurez l'occasion de pouvoir la retrouver. Elle a créé donc ce jeu qui s'appelle Poids et moi, qu'elle a créé et conçu elle-même avant l'ère de l'IA. Donc, ça a été vraiment créé par elle-même. C'est un super jeu thérapeutique. Donc, pour tous les thérapeutes qui veulent travailler ou qui travaillent avec le poids, c'est un jeu que je recommande parce que moi-même, je l'utilise dans mes ateliers. Et voilà, avec les personnes que j'accompagne, en tout cas ces personnes qui me font confiance. Et voilà, n'hésitez pas à consulter Sophie si vous avez envie ou besoin d'un accompagnement parce que c'est quelqu'un de bien. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci, Eleonore. Ça finit bien, ça. C'est bien, tu vas me faire mon week-end. Ok. Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast. Et à très bientôt, Sophie. Merci, Eleonore. À À bientôt, bonne soirée. à bientôt. Au revoir.